cadre de ce cycle de conférences sur les transformations. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, on va utiliser le chat pour ceux qui ne connaissent pas encore. On a juste le chat, on ne va pas pouvoir échanger avec le son, ni la vidéo, mais on peut échanger avec le chat. Vous pouvez donc poser vos questions. Voilà, très bien. Merci Sylvie. Alors, d'où est-ce que vous connectez? Ça fera venir les derniers. On est en France. Quelques minutes de flexibilité. Donc, moi, je suis en Normandie ce matin, à côté de Rouen. Bonjour Alexandre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Isabelle. Frédéric. Laurent. Pat. Pascal. Alors, je cherche. Île-de-France. Ok, normalement, on devrait avoir Sonia du Burkina Faso. Elisabeth de Rouen également. Bah oui, évidemment. Bonjour Frédéric. Ok. Alors, démarrons. Ravi de vous partager ce matin. En fait, j'ai choisi de se mettre à un niveau pas élevé, alors pas au sens avoir un niveau élevé de contenu, mais un niveau élevé en termes de prise de recul par rapport à des changements et donc à la manière de structurer un plan de transformation. Et on va voir, alors la différence, peut-être je vais commencer par clarifier ça, plan de transformation versus projet. Toutes les entreprises ont beaucoup de projets à mettre en œuvre et ça, c'est toute l'année. Et maintenant, il y a deux manières d'approcher ces changements. C'est soit d'avoir, indépendamment les uns des autres, des projets qui avancent chacun à leur rythme, avec une conséquence fâcheuse, c'est le manque de compréhension de la part des collaborateurs de la vision d'ensemble. Et justement, bâtir un plan de transformation permet de donner une vision d'ensemble et permet aux collaborateurs de comprendre en fait comment le projet X répond à la stratégie et aux grands enjeux, pareil pour le projet Y, Z, etc. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de silotage dans les organisations en matière de projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance, quand j'interviens vraiment en amont, avec un comité de direction, à chercher à structurer un plan de transformation et on va voir comment procéder. Alors, pourquoi moi je fais ça? Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les transfos, ça fait 20 ans que je vois que ça se passe de manière assez compliquée en fait pour beaucoup d'organisations, avec donc un certain nombre de coachs, de consultants et quelques écoles. On a créé cette association pour les transformations éthiques, de manière à avoir des transformations qui se passent un petit peu mieux, qui soient un peu plus respectueuses de soi-même, des autres et de la planète. Si vous voulez en savoir plus, il y a un mini-site et on sera ravis de vous accueillir pour promouvoir les transformations éthiques et nous aider à développer de nouvelles approches pour ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être commencer par vous poser la question. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Surtout, quels sont vos enjeux? Quelle est votre problématique? De manière à ce que moi, je puisse m'appuyer sur vos contextes spécifiques pour pouvoir avoir des exemples qui permettent de répondre aux questionnements que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problématique en ce moment qui vous amène ce matin? Et vous êtes dans quel secteur? OK, benchmark pour compléter votre approche. Pour Alexandre. OK, dans le secteur de l'assurance.
Alors, c'est vrai qu'on a souvent, en fait, des participants qui viennent se nourrir et c'est vrai que c'est important, surtout en matière de change parce qu'il y en a quand même, beaucoup. Alors, j'ai perdu, voilà. Faire adhérer les équipes ASAP. Laurent, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans quel contexte, avec cette thématique de faire adhérer les équipes? L'adhésion, c'est effectivement une étape absolument clé quand on parle de changement. Là, qu'est-ce que vous avez comme contexte, spécifique, Laurent? Ah, migration ERP. OK, très bien et d'accord, vous êtes sur un et la quelle est la difficulté que vous rencontrez, précisément? Est-ce que c'est un manque de compréhension du pourquoi il faut installer un ERP? Est-ce que c'est une résistance parce qu'ils estiment que, ça fonctionne bien? Alors Romain, chimie fine avec migration ERP et restructuration du service commercial. OK et la difficulté que vous Romain, que vous rencontrez, c'est quoi la difficulté spécifique? Frédéric accompagne une start-up et chercher à la faire accélérer en aidant le CEO à être plus focus. Alors là, moi, ce que j'entends ou ce que je vois, c'est un coaching de dirigeants, Frédéric. Est-ce qu'il y a une problématique spécifique, sur le collectif ou est-ce que c'est vraiment de l'accompagnement individuel? Heu, Laurent, évolution des méthodes de travail. OK et Romain, ancienneté des salariés. OK, ancienneté des salariés, effectivement. Quand il y a des choses qui sont installées depuis longtemps, c'est difficile de, les faire évoluer correctement. Modification des process pour Romain, OK. Problème d'alignement des chercheurs qui font la R&D et le CEO. Ah, alors ça, le domaine de la recherche, et effectivement, c'est un sujet compliqué, tout ce qui est chercheurs, les universités, c'est des contextes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance, au changement. OK, très bien. Alors, Heu, avançons, on va commencer par, merci, hein, pour ces illustrations. Je tâcherai d'y revenir tout à l'heure et puis de l'avoir en tête pendant que je vous présente ces éléments. Hem, on va faire quelques constats, sur les plans de transformation, sur les changements, et puis je vous partagerai l'enjeu stratégique, en fait, qui est composé d'ailleurs de 3 éléments et puis, je vous présenterai, plusieurs cas pratiques que j'ai rencontrés, en 2024. Alors, les constats, c'est d'abord à la fois le nombre de changements et la durée de déploiement. Je pense que vous l'avez tous remarqué, depuis, quelques années. Maintenant, les changements, c'est permanent. Il y en a de plus en plus, avec surtout des cycles de plus en plus courts. Et donc, là, vous êtes plusieurs à évoquer, la difficulté d'embarquement et effectivement, c'est très, très compliqué d'embarquer les équipes quand il y a beaucoup de changements et qu'il y a un manque de vision d'ensemble. Mais la donnée d'entrée, c'est beaucoup plus de changements et moins de temps pour les mettre en œuvre. Et alors moi, j'observe souvent et je suis assez désolé, il y a encore beaucoup d'organisations qui n'adressent pas la conduite du changement, qui n'ont pas intégré cette compétence et ce qui se disent: «Ben, voilà, si je communique, c'est bon, ça suffit pour embarquer les équipes». Malheureusement, communiquer ne permet pas, dans la plupart du temps, en fait, d'embarquer les équipes dans le changement. Il y a une énorme différence entre communiquer et s'assurer que les personnes adhèrent et sont prêtes, à s'engager dans le changement et voilà, moi j'aime bien
citation de Churchill qui illustre assez bien en fait la problématique de conduite du changement. Parce que si on attend que les choses se passent et si on laisse la résistance s'installer, eh ben, le risque le plus élevé, en fait, c'est qu'il y a un retour en arrière et une annulation du projet. Un autre constat, alors ça, c'est des illustrations de commentaires que je peux avoir quand je rencontre des clients. Les projets sont déconnectés de la stratégie de fonctionner en silo. Alors ça, je le vois, mais vraiment partout. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à structurer une démarche qui vraiment commence par la stratégie, les grands enjeux stratégiques. Le niveau d'engagement sur les projets est particulièrement faible. Je viens d'évoquer à l'instant les raisons de ce désengagement ou de ce manque d'engagement. Les résistances au changement sont énormes. Les projets sont trop souvent en échec partiel ou total. Hein. Si on regarde les statistiques, il y a grosso modo 70% des projets qui sont en échec partiel ou total, et ça, c'est une statistique qui est valable depuis 15 ans. Alors, l'enjeu stratégique, donc il y a 3 piliers absolument clés et vous ne pouvez pas choisir en fait, si vous en avez 2, ça ne marche pas. C'est vraiment les 3 dont on a besoin. Le premier élément, c'est l'alignement sur le cap, d'avoir une histoire qui soit claire. Alors, je vais revenir sur le détail, je vous donne la vision d'ensemble. La première, c'est le cap. La deuxième, c'est l'embarquement des équipes. Il ne se passe rien si vous n'embarquez pas les équipes. Et quand je parle des équipes, c'est à la fois les collaborateurs et les managers. Les managers sont absolument clés. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est la structuration. C'est comment est-ce qu'on organise les choses, comment est-ce qu'on pilote les projets, comment est-ce qu'on organise les comités de pilotage qui permet de suivre l'ensemble des changements qu'on a à mener. Voilà. Et donc, c'est pas soit un, soit deux, soit trois, c'est un, deux et trois. Et les trois sont absolument indispensables. J'ai des tas d'exemples de situations où à chaque fois, on pouvait identifier les points de faiblesse sur l'un ou l'autre de ces trois piliers. Alors, qu'est-ce que moi je mets derrière ces trois piliers? Alors, je vais poser des questions et vous pouvez pour vous-même y répondre. Et je pense que ça vous permettra d'identifier assez rapidement en fait les points de faiblesse qu'il peut y avoir chez vous. Alors, avez-vous déterminé les 3 à 5 batailles à remporter pour répondre à la stratégie? Moi, ce que j'observe souvent, c'est que donc il y a la plupart du temps une stratégie qui est déterminée. Et puis derrière, il y a 20, 30, 40, 50 projets avec des priorités. Mais finalement, le CODIR ou en tout cas l'organe de décision est rarement aligné sur ce qu'ils doivent réussir ensemble. Et si on pose la question à plusieurs membres du comité de direction, eh ben, les réponses vont être différentes. Et donc, s'aligner sur qu'est-ce qu'on doit réussir ensemble, et puis c'est vraiment des axes clés. Qu'est-ce qu'on doit réussir et qu'est-ce qu'on vise comme objectif, et surtout que ce soit très, très concret. Si je peux vous donner un exemple, un des piliers, on avait travaillé sur un de mes clients, c'est d'être l'entreprise préférée des collaborateurs sur son secteur. Et sur chaque pilier, il y a trois résultats objectifs qui doivent être atteints. Et là, dans le cas présent, il y avait un pourcentage de Net Promoter Score, c'est-à-dire l'évaluation qui est faite par les collaborateurs. Il y avait le taux de turnover de mémoire, et puis le nombre de jours de formation par an. Voilà. Et donc ça donne des éléments extrêmement concrets et qui permettent d'aligner l'ensemble de l'entreprise sur tous les projets, tous les produits qu'il faut développer pour pour répondre à ces batailles. Alors là, c'était la bataille collaborateur. Il y a en général une bataille client, il peut y avoir une bataille finance également. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être aligné ensemble, déjà au niveau de la direction, sur ce qu'on doit réussir. Alors, en conséquence, et justement, c'est une conséquence, c'est quelles sont les priorités produits et projets qu'on doit démarrer ou poursuivre pour répondre à ces 3 à 5 batailles. Voilà. Et donc, en fait, on fait vraiment du cascading. Ensuite, une chose essentielle que je vois extrêmement peu,
c'est avez-vous bâti une histoire du changement? L'histoire du changement, en fait, c'est l'histoire que l'on va raconter aux collaborateurs pour expliquer ce plan de transformation. Et une chose est absolument certaine, c'est que si vous ne prenez pas le temps de vous mettre d'accord sur les 3 ou 4 raisons principales qui font qu'on a un plan de transformation, et surtout les mots que vous allez utiliser, vous êtes sûr d'avoir des histoires différentes. Et la conséquence d'avoir des histoires différentes, eh ben, c'est un risque de résistance parce que, et puis d'incompréhension surtout, parce que si on entend une version avec le directeur commercial et que le directeur marketing raconte une autre histoire, évidemment, ça amène de la fragilité. Alors oui, Alexandre, ces 3 à 5 batailles remportées, ça rend totalement opérationnelle la stratégie, puisqu'on sait exactement ce qu'on doit atteindre. Donc l'histoire du changement, vraiment, je vous invite à prendre ce temps, et puis il s'agit vraiment de prendre le temps, de se dire, mais finalement, tout ce qu'on a à faire, voilà, quel est le pourquoi de ce plan de transformation et quels sont les arguments que on va présenter aux collaborateurs pour qu'ils comprennent et s'engagent. Et moi, je crée un petit livre blanc, mais c'est 1 ou 2 pages, hein, qui est le document de référence qui permet de communiquer à tous ceux qui vont porter les messages de l'entreprise, l'histoire du changement et quels sont les arguments qui doivent être utilisés pour parler de ce plan de transformation. Un autre élément qui est important, c'est la notion de codir ou d'organe de direction qui porte ces arbitrages. Si vous avez un CEO qui décide dans son coin, ce qui arrive, hein, c'est OK, ça peut fonctionner. Mais il a quand même intérêt à embarquer correctement son codir pour que l'ensemble de son codir dise oui, je porte ces décisions parce que j'y crois. Et il y a besoin d'un temps d'appropriation, éventuellement des ajustements à faire. Et un plan de transformation ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un codir qui est relativement fort. Et donc ça doit être la préoccupation du CEO. Et c'est d'ailleurs le thème de ma prochaine conférence, c'est comment on embarque l'ensemble du CODIR sur les changements. CODIR fort, c'est indispensable pour réussir un plan de transformation. Donc, ça, c'était pour l'alignement sur le cap, et c'est vraiment la toute première étape, c'est une étape de préparation. Mais il se trouve que quand on parle de changement, de transformation, ce qui est essentiel, c'est la préparation, la préparation, la préparation. Le deuxième élément sur l'embarquement des équipes, alors on dit souvent qu'en matière de com, en fait, il y a des émetteurs, ce qu'on appelle des émetteurs de prédilection. Et des émetteurs de prédilection, en fait, il y en a 2, hein. Il y a le CEO ou le directeur général, qui est pour l'annonce des grands changements, et puis le deuxième émetteur de prédilection, c'est le manager. Voilà. Et donc, on touche du doigt l'importance quand il y a des événements, des changements importants, des contenus de stratégie à communiquer, bah, que ce soit apporté par le CEO ou le directeur général, et puis d'un point de vue opérationnel, le relais soit pris par les managers. Les managers sont absolument fondamentaux pour réussir l'embarquement des équipes. Un deuxième point, c'est tout le monde a-t-il entendu le même message du CEO ou du directeur général? Moi, ce que j'observe souvent, c'est que, en fait, il y a une communication qui a été prévue et bah, ça a été un mail qui a été envoyé, ou alors il y a eu une intervention du CEO ou du DG, et puis derrière, plus rien. Voilà. Et le pire, c'est quand pour un plan de transfo ou un changement important, en fait, il y a une communication qui est produite, et puis c'est envoyé à tous les managers, et on dit aux managers, débrouillez-vous, présentez ça à vos équipes. Voilà. Et le résultat, en général, il est pas très bon. Parce que les managers, avant d'être des collaborateurs, avant d'être des managers, eh bien, ils sont justement des collaborateurs. Et on peut difficilement demander à des managers de porter des messages qu'eux-mêmes n'ont pas eu le temps de s'approprier et de savoir comment le présenter. Et évidemment, il y a des différences sur la manière dont les messages sont passés. Donc, c'est très important que quand il y a un plan de transformation ou un changement majeur,
tout le monde ait pu entendre ce même message et idéalement plusieurs fois, à l'oral, à l'écrit. Et c'est la répétition aussi qui fait que l'information est bien comprise et intégrée par les collaborateurs. Avez-vous pris le temps de répondre aux questions, d'accueillir les inquiétudes éventuelles et de les traiter? Alors là, on touche le registre des émotions aussi. Alors, il peut y avoir des questions de clarification, hein, parce que c'est très important que les changements, le plan de transfo soit clair pour les équipes. Mais qui dit changement dit inquiétude, hein, et puis la nature est ainsi faite. Et heureusement qu'on a des inquiétudes quand il y a des changements, parce que sinon on passerait son temps à changer tout le temps et ce serait le chaos. Donc cette inquiétude, elle est tout à fait légitime et c'est essentiel de la prendre en compte. Et c'est pas parce qu'on écoute qu'on est d'accord, hein. Donc voilà, moi j'utilise l'atelier Crainte Espoir que j'ai présenté sur ma dernière conférence. Si vous voulez la regarder, il y a une chaîne YouTube. L'atelier Crainte Espoir, qui est un moyen absolument formidable pour savoir où on en est, permettre aux collaborateurs de s'exprimer sur leurs inquiétudes, leurs espoirs aussi, parce que c'est important d'aborder les espoirs, mais donner la parole aux collaborateurs pour qu'ils puissent poser des questions et s'exprimer sur ce que ça leur fait, non pas sur ce qu'ils pensent du changement, parce que si on a décidé de le faire, c'est que ça a du sens par rapport à la stratégie, mais écouter les collaborateurs, c'est fondamental si on veut générer de l'engagement. Et donc le quatrième point que j'ai déjà commencé à aborder, et même à plusieurs reprises, c'est: avez-vous pris le temps de préparer les managers à leur rôle dans le changement? J'ai eu un gros plan de transformation l'année dernière et le DG, j'avais dit au DG: «On va faire un roadshow, on va embarquer les équipes». Et puis il m'a dit: OK, parfait, on fait ça telle semaine». J'ai dit: «Non, non, d'abord on va commencer par les managers». Et donc on a fait une journée manager l'objectif de cette journée manager, c'est de leur expliquer d'abord ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait le faire, de s'assurer que ils sont embarqués, qu'on a répondu à leurs questions et qu'ils sont embarqués. Et une fois qu'on a fait ça, on a pu leur expliquer le rôle que l'on attendait d'eux, hein. Et si vous voulez qu'un plan de transfo se passe correctement, vous avez besoin de vos managers. Et vos managers, avant d'être managers, ils sont collaborateurs. Donc c'est vraiment une étape essentielle. Le troisième sujet, alors c'est évidemment pas dans l'ordre, ce sont trois piliers auxquels j'ai donné des numéros, mais la structuration, on va commencer dès le démarrage, hein, à structurer en fonction de la taille du plan de transformation. Avez-vous installé une structure cohérente par rapport à votre ambition et à votre taille actuelle? Voilà, est-ce qu'on a 10 projets, 50, 100, 200? Voilà, ça peut avoir du sens de structurer un project management office, ça peut avoir du sens de structurer un change management office. Mais voilà, on dit souvent, on va pas tuer une mouche avec un fusil de chasse. Il faut dimensionner. Voilà, et la structuration, elle est proportionnelle au nombre de projets ou à la taille de la transformation qu'on a à mener, évidemment. Les ressources sont-elles alignées sur l'ambition et formées? Alors ça, c'est un bon sujet et je l'ai très souvent, en fait. Je l'ai très souvent. Je dis: «Ouais, on a ça à faire», j'ai eu un client l'année dernière: «Oui, oui, on veut doubler de taille, on a les produits pour ça, on a tout ce qu'il faut pour ça». Et puis en fait, quand on a regardé les moyens qui étaient mis en œuvre pour pouvoir doubler, en fait, les moyens sur la partie développement n'étaient pas là. Donc c'était vraiment une croissance organique avec à peu près le même nombre de personnes. Et donc évidemment, l'ambition n'était pas atteignable sans moyens spécifiques pour le développement. Donc, il est essentiel de s'assurer que on a des ressources qui sont alignées sur l'ambition et puis surtout que les personnes sont formées. Je vois énormément de chefs de projet ou de directeurs de projet, soit qui sont pas trop formés au projet, et alors encore moins à la conduite du changement. J'ai le gros client dont je parlais tout à l'heure sur l'année dernière, il y avait 110 projets.
et sur 110 projets en fait qui étaient majoritairement portés par les opérationnels, il y avait 2-3 personnes qui étaient formées à la conduite de projet, mais il n'y avait pas de standard, rien du tout. Donc, si on veut avoir un plan de transformation qui fonctionne et qui est un peu ambitieux, il faut avoir des personnes suffisantes et puis surtout qu'elles soient formées à la fois en projet et en conduite du changement. Il est relativement difficile de réussir un projet sans intégrer également cette notion de conduite du changement. Alors, les comités de pilotage. Le comité de pilotage, c'est un organe de pilotage des projets ou des programmes. Un programme, on va dire, c'est un sujet dans lequel il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6 projets différents. Et le comité de pilotage est un organe en fait qui va surveiller et arbitrer les décisions clés sur un projet ou un programme. C'est essentiel de les structurer parce que sinon, un chef de projet ou un directeur de projet, il peut finalement ne pas voir des angles morts. Donc, l'objet du comité de pilotage, c'est vraiment de surveiller qu'on avance correctement et puis de valider les demandes d'arbitrage du chef de projet ou du directeur de projet avec la conduite du changement. Le quatrième point, c'est la notion de sponsorship. Je vous ai mentionné tout à l'heure des émetteurs de prédilection. Donc ça, c'est en matière de communication. Mais on va dire que de manière générale, donc le sponsor, c'est le décideur, celui qui a décidé qu'il fallait démarrer ce plan de transformation ou ce projet. Et depuis, je crois que c'est valable depuis une vingtaine d'années, la première cause d'échec des projets, c'est le déficit de sponsorship. Donc, c'est important que l'exécutive, le DG ou le directeur qui est responsable ou qui a décidé de ce projet ou de ce programme soit vraiment impliqué dans les comités de pilotage. Voilà pour l'enjeu stratégique sur la structuration. Alors, une question maintenant toute simple, et de votre côté, donc on a vu, il y a 3 piliers, le pilier de l'alignement, le pilier de l'embarquement et puis, le pilier de la structuration. Là où les fragilités que vous voyez dans votre environnement, se situent plutôt sur quel niveau? 1, 2 ou 3? 1, l'alignement, 2, l'embarquement, 3, la structuration. De temps en temps, comme réponse, j'ai 1, 2, 3. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Donc, le 3, la structuration, effectivement, ce n'est pas un exercice qui est facile de structurer. OK, Sylvie aussi, c'est 3. Elisabeth, c'est plutôt l'embarquement des collaborateurs. OK, donc le 2. Bon, ça va, il n'y en a qu'un un pilier sur les 3. OK, très bien. Merci. Alors, quelques cas pratiques que j'ai rencontrés. Premier, donc c'est un plan de transfo que j'avais pour 2500 personnes. Et donc là, les objectifs, c'était une division qui était déficitaire, une division d'un groupe en fait. Et donc l'objectif, c'était d'accroître la compétitivité, de favoriser la collaboration et supprimer les silos parce que là, il y en avait en masse des silos. Renforcer l'offre de produits, améliorer les prédictions des ventes et puis revenir à la rentabilité. Et donc, moi, j'ai démarré avec un nouveau DG et mon job, c'était vraiment de l'accompagner à installer ce plan de transfo. On a créé un comité de transfo. Moi, je suis assez favorable à agrandir le CODIR quand il s'agit de bâtir des plans de transfo. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des personnes qui vont vraiment relayer l'information dans l'organisation. Alors évidemment, en C18, c'était un CODIR élargi, donc c'était les N-1 du CODIR, ou en tout cas certains N-1 du CODIR. C'était pas des niveaux très opérationnels. Et l'avantage, c'est que là, j'avais 18 personnes pour diffuser la bonne parole et diffuser le plan de transformation sur l'ensemble de l'organisation. Donc, on a défini les batailles à remporter pour répondre à l'ambition. Et il y en avait, là, il se trouve qu'il y en avait 4.
On a bâti un plan de transfo avec 140 projets qui étaient priorisés et c'est très, très important de prioriser les projets. On a structuré des comités de pilotage et puis on a mis en place un plan de conduite du changement parce que le plan de conduite du changement, c'est ça qui va faire que permettre aux personnes de comprendre, d'adhérer et de s'engager correctement dans les changements. Je pense que Elisabeth est un sujet qui vous parle. Et les résultats, je crois que c'est un des plus beaux feedbacks que j'ai eu en fait, parce que j'ai eu le DG il y a quelques temps et il m'a dit: «Ben, en fait, on était en perte quand on a démarré, en ce plan de transfo et puis la division, finit avec 22 millions de résultats, 22 millions d'euros». Donc voilà, c'est un des plus beaux feedbacks que j'ai eu de voilà. Et puis il y a eu le Net Promoter Score aussi, collaborateur, qui était en augmentation. Pourquoi? Parce que finalement, le sens est premier et les collaborateurs ont besoin de sens. Et quand on bâtit un plan de transformation comme ça, avec une histoire du changement où tout le monde dit la même chose, tout le monde dit la même chose, et ben, ça change tout en matière de confiance, en fait. Parce que les collaborateurs, s'ils entendent la même chose des uns et des autres, dans l'organe de direction, et ben ils se disent, bah, OK, ils savent où on va et c'est clair. Et donc ça amène un confort pour le collaborateur qui se voit vraiment tout de suite sur le NPS, le Net Promoter Score. Voilà, ça c'était le cas numéro un. Ensuite, j'ai une PME industrielle de 150 personnes qui est dans le sud de la France, qui fabrique des fours. Et là c'était vraiment une transfo pour assurer la pérennité. Il y a besoin d'installer un certain nombre de changements. Une entreprise qui avait voilà, une certaine ancienneté et voilà, qui avait des habitudes en place. Alors tout à l'heure, c'est ce que j'entendais. Je crois que c'était Romain avec une ancienneté importante. Et bien là, c'est important de prendre le temps d'embarquer les équipes, de les engager dans la transformation parce que sinon, ça ne se passe pas. Voilà. Et donc là, c'était l'objectif avec cette PME. On a à nouveau créé un comité de transfo parce que, en fait, ce que je vais vous dire, c'est à chaque fois la méthode ou les étapes sont à peu près les mêmes. Il y a évidemment des spécificités et c'est pour ça que c'est à chaque fois du sur-mesure. Là, dans le comité de transformation, il y avait 11 personnes. Donc, c'était également un codir élargi. Et c'est ça qui a permis d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et là, pour le coup, vous voyez, j'ai fait un atelier Crainte Espoir avec du présentiel et du distanciel pour avoir les 150 personnes, parce que je voulais vraiment avoir toutes les 150 personnes au même moment, qui puissent entendre la même chose de la part du comité de transformation, puisque quand il y a une présentation, évidemment, ça va être le DG qui va porter les informations clés, mais je demande au comité de transformation d'intervenir pour que vraiment les collaborateurs voit vraiment qu'il y a un alignement en fait de la part de l'organe de direction et puis tout le monde dit la même chose, que ça va dans le même sens. Donc, on a défini nos batailles à remporter de la même manière que dans le cas précédent. On a fait un plan de transfo. Alors là, il y avait 45 projets, il y en avait évidemment beaucoup moins. On a structuré plusieurs comités de pilotage. Les comités de pilotage, ils peuvent être soit sur un gros projet, soit sur plusieurs gros projets, soit directement sur un ou plusieurs programmes. Et puis, évidemment, on avait également un plan de conduite du changement. En fait, c'est incroyable l'impact que peut avoir la structuration d'un plan de transformation sur les équipes. Ça amène un niveau de confiance et donc il redonne de l'énergie aux équipes parce qu'ils passent d'une situation où vous étiez en silo avec beaucoup, beaucoup d'incompréhension sur un certain nombre de choses à OK, je vois en quoi ce projet et ce projet viennent nourrir les batailles à remporter que l'organe de direction a défini et a pris le temps de nous présenter. Et ça, pour ça également, moi, je fais des réunions d'information plusieurs fois dans l'année, justement pour tenir informées les équipes de la manière dont le plan de transformation avance. C'est également essentiel.
Et donc là, en fait, on a fait travailler le comité de transfo sur les nouveaux produits à lancer, et il y avait besoin de s'aligner, et c'était assez amusant parce qu'il y avait vraiment des opinions assez divergentes. Moi, j'utilise un tableau pour aligner les différents acteurs sur la maturité des produits. Et parfois, il y en a qui se disent, bah non, là, on est en début de maturité, et puis il y en a d'autres qui disent, bah non, on est en fin de maturité. Alors là, c'est très intéressant de les faire se parler et d'écouter, de manière à se mettre d'accord sur, finalement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est prioritaire, à nouveau, pour répondre aux batailles à remporter. Il y a eu une augmentation du panier moyen de 14%, et ça s'est fait en 6 mois. Et puis un taux de service client, parce que justement, il y avait des projets qui étaient vraiment liés à la satisfaction client, et ça a eu un impact qui a été visible assez rapidement sur les clients. Voilà pour ces 2 cas que j'ai moi rencontrés en 2024. Alors, Eric, hello Eric. Alors, comité de transfo, comité de pilotage, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Le comité de transfo, il bâtit le plan de transformation. C'est-à-dire, c'est lui qui va éventuellement même revoir ou redéfinir la stratégie s'il y a besoin de le faire. Donc, c'est le CODIR élargi. Et puis, il va poser le cadre en disant, voilà l'ensemble des projets qu'on va devoir gérer pour répondre aux batailles remportées. Le comité de pilotage, c'est le niveau du dessous, c'est-à-dire c'est l'organe de direction d'un projet ou de plusieurs projets ou d'un programme qui va avoir un regard un peu plus opérationnel. Donc, en général, les comités de pilotage, selon les typologies de projets, ça va avoir lieu tous les 2 mois. Et le chef de projet ou le directeur de projet va bien présenter l'avancée, les avancées du projet en question ou des projets en question, et fait ses demandes d'arbitrage. Il dit, voilà, il s'est passé ça, tout va bien. Ou alors, au contraire, on a une difficulté de tel ordre, donc je voudrais modifier le cadrage du projet. Messieurs, dames du comité de pilotage, est-ce que vous validez ma demande d'arbitrage? Ça peut être une demande de budget additionnel, ça peut être une demande de modification, peu importe, mais c'est le comité de pilotage qui va décider des changements demandés ou proposés par, par le directeur de projet ou le chef de projet. Voilà. Alors que le comité de transformation, il va plutôt se réunir toutes les 5 mois. Bon, une fois qu'il est mis en œuvre, pour assurer le suivi et faire des ajustements sur l'ensemble du plan de transfo. OK? J'espère que c'est clair pour toi, Eric. Voilà. Alors, en conclusion, si vous avez vraiment une chose à retenir, c'est vraiment ces 3 éléments: alignement sur le cap, embarquement des équipes, structuration. Vous ne pouvez pas vous passer d'un de ces 3 piliers. Les 3 sont absolument essentiels pour réussir un plan de transfo. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est à la fois une notion de rigueur, parce qu'il faut être rigoureux quand on parle d'un plan de transfo. Et à côté de ça, il faut avoir l'intelligence de situation en permanence sur qu'est-ce qui est en train de se passer et dans quelle mesure est-ce qu'on doit éventuellement ajuster le processus pour pouvoir atteindre l'objectif. Et moi, il arrive fréquemment qu'on se rende compte que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et si quelque chose ne fonctionne pas, on se dit pas, tiens, on a prévu de faire ça, il faut qu'on fasse comme ça. Non, c'est OK, bon, on avait prévu de faire comme ça, mais on se rend compte que ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajuster? Comment on ajuste le processus pour que ça fonctionne? On est vraiment sur un plan de transformation, mais même de manière générale, hein, on est au service du sens et jamais du processus. Donc, on adapte la règle pour s'adapter au sens. Et dans un plan de transfo, ça arrive en permanence. Donc, il faut être à la fois rigoureux, mais avoir en permanence cette intelligence de situation de dire, voilà, est-ce que ce qu'on a mis en œuvre est bien efficace, nous donne les résultats qu'on a atteints, et si ce n'est pas le cas, quels ajustements sur le processus on doit faire. Voilà, je reviens un peu sur
les contextes qu'on a évoqués tout à l'heure, Laurent, sur faire adhérer sur une migration ERP, c'est vraiment un contexte compliqué, l'ERP. Je pense que c'est un des contextes les plus compliqués, moi, que je rencontre en matière de changement. Ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Malheureusement, les ERP sont souvent vus comme la solution idéale à tous les problèmes, mais le problème, c'est que les processus avant, ils sont pas suffisamment clarifiés. Donc ça crée vraiment, vraiment des grosses difficultés. Donc, Laurent, en fait, pour vous faire des recommandations plus précises, j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre contexte. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous. Vous pouvez cliquer ici sur prendre rendez-vous et on pourra regarder le sujet ensemble. Romain en chimie avec également une migration et une restructuration du service commercial. Je fais l'hypothèse que l'accumulation de changements au même moment amène des difficultés. Donc, après, là aussi, moi, j'ai envie de regarder, voilà, est-ce qu'il y a une histoire du changement? Est-ce que c'est un plan de transfo? Est-ce que c'est des sujets qui sont les uns à côté des autres? Qui portent ces changements? En fait, il y a pas mal de questions pour pouvoir vous faire une reco plus précise. Donc, on peut également prendre un moment. Et puis, Frédéric, dans le domaine de la recherche, là, moi, ce qui me vient, en fait, c'est l'approche la plus bottom-up possible, c'est-à-dire de faire participer les chercheurs au changement, parce que c'est souvent, en tout cas de mon expérience, hein, des métiers sur lesquels il y a beaucoup, 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 beaucoup de résistance. Donc, plus il y a un environnement résistant, plus c'est important de faire participer ces personnes au changement. Et après, si vous voulez des recommandations un peu plus spécifiques, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Si également vous souhaitez vous professionnaliser, je crois que c'est Sonia, j'ai aperçu tout à l'heure, en conduite du changement, la prochaine session de certification en conduite du changement, elle est le 6 et le 7 février. Donc, si vous voulez, je vous présente un peu plus cette certification. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et je vous la présenterai. Il y a quelques éléments sur le site, mais c'est assez succinct. Donc, 6-7 février, prochaine certification. Elle est en présentiel et en distanciel. Hein. On a maintenant des systèmes techniques et sur la prochaine session, on aura des personnes à la fois en distanciel et en présentiel. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir les deux dimensions. Donc, voilà, au Burkina Faso, il n'y a pas de souci, ou ailleurs. Il y aura une personne qui sera également qui sera connectée de Corse. Voilà, et quelques-uns qui seront à Paris en présentiel. Prochaine conférence, engager son codir dans le changement. Je mentionnais tout à l'heure l'importance d'avoir un codir fort pour réussir un plan de transformation d'une manière générale pour répondre à la stratégie. Le codir fort est vraiment, vraiment un enjeu essentiel pour toutes les organisations. Donc, on abordera ce sujet le vendredi 28 à 9 heures. Et puis, il est 9h44, donc on est on time. Je crois avoir répondu à vos questions. Donc, si vous n'en avez plus, eh ben, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne année. D'ailleurs, c'était la première conférence, donc une belle année 2025, également pleine de beaux projets de santé et pleine de joie et de plaisir dans votre travail. Et là, je fais un clin d'œil avec l'alignement à sa fonction, qui est un des piliers de l'Association pour les transformations éthiques. Voilà, donc ravi d'avoir pu partager ce sujet avec vous aujourd'hui. Belle journée, belle semaine, et puis à très bientôt. Au revoir.